J'ai un plaisir d'être là. Je suis un vieux bourguignon, mais qui est déplacé dans le Midi. Hein. J'ai été déporté dans le Midi de la France, où j'ai fait toute ma carrière au CNRS. Voilà. Alors, donc, je suis ravi d'être là. Je vais vous raconter des histoires sur comment s'adapter à un climat qui change. À ce programme, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, je suppose que c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu de fondamentaux. Au départ, je vais faire quelques fondamentaux sur la problématique de la température et des organismes. Alors, on est donc dans une logique de ce qu'on appelle des dérèglements climatiques. Les dérèglements climatiques, c'est plus large que le changement, que le réchauffement climatique tout seul, puisque ça concerne les émissions de CO2, les températures, la température qui monte, le niveau de l'océan mondial qui monte régulièrement, hein, d'une façon continue, la masse des glaciers qui fond, les zones sèches qui augmentent et des catastrophes naturelles qui se multiplient en fréquence et en intensité. Je vais donc aujourd'hui ne vous parler que de ça, que des températures moyennes. Alors évidemment, toutes les autres composantes des dérèglements climatiques ont un impact sur la biodiversité, sur la vie animale et végétale, mais je ne vous parlerai que des températures. Alors quelques exemples. Il y a encore des climato-sceptiques, y compris en France, mais la communauté scientifique a démontré de manière univoque la réalité de ces dérèglements climatiques, avec une température qui augmente régulièrement. Voilà, ça c'est la température en milieu terrestre, élévation du niveau de l'océan mondial, régulier aussi, augmentation de la température des eaux continentales, ça c'est des eaux du Léman, et puis une multiplication des catastrophes naturelles. Malheureusement, fort malheureusement, l'actualité de tous les jours nous montre la réalité de ces drames, les tempêtes, les sécheresses, incendies, catastrophes, etc., etc., etc. Quelles sont les causes de ça? Les causes fondamentales, on dit global. Global, ça veut dire planétaire. Il faut bien savoir ça. Ce qui est global et planétaire. C'est la terminologie officielle. Quelles en sont les causes? Les causes, fondamentalement, c'est ça. C'est le fait que la planète est appropriée, on peut domestiquer, confisquer, si vous voulez, d'un point de vue philosophique, on pourrait en parler très longuement, par les humains. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle... On a inventé un néologisme qui s'appelle Anthropocène pour signaler que la modification de la planète par les humains correspond dans la séquence stratigraphique à une nouvelle ère géologique qui fait suite à l'Holocène. Alors tout ça, c'est le résultat d'un long processus que les écologues connaissent bien, qui est le processus de construction de niches. L'humain a modifié son habitat pour l'habiter, et c'est ce qu'on appelle un processus de construction de niches, qui est tout à fait dans l'histoire de la vie sur la Terre. La vie a 3 milliards 800 millions d'années, et dans l'histoire de la vie sur la Terre, l'homme est la première espèce à présenter 3 caractéristiques majeures. C'est l'espèce qui est la plus répandue, qui a une distribution tout à fait cosmopolite. Voilà. C'est l'espèce qui a réalisé les populations les plus abondantes, il n'y en a pas d'autres, sauf les souris, mais les souris sont associées aux humains. C'est 7 milliards et demi d'individus maintenant, et puis c'est celle qui a été la plus efficace dans la construction de sa niche, dans la mesure où elle a modifié les habitats d'une façon dramatique. Avec des dégâts collatéraux qui sont au nombre de 4 principales catégories de modification: la surexploitation des ressources d'abord, la transformation des habitats, les intrants chimiques avec les pollutions en particulier, et puis tout ce qui est invasion biologique, qui est une cause importante d'érosion de la biodiversité, les OGM étant d'ailleurs considérés comme faisant partie de ce qu'on appelle les invasions biologiques. Et tout ça, ça pèse d'une façon directe sur la biodiversité, soit directement en provoquant des extinctions, mais aussi des adaptations, on pourrait en parler, et puis une altération des fonctions des écosystèmes. Le fonctionnement des écosystèmes est modifié par
extinction, adaptation. Ça, c'est direct, et puis indirectement, ça pèse sur la biodiversité à travers les dérèglements climatiques et évidemment l'augmentation du niveau de l'océan mondial. Alors, pour donner un peu une idée, hein, quelques chiffres seulement, flash, pour montrer quelle est l'importance de cette pression humaine sur l'écosystème. Si vous prenez la biomasse totale des mammifères peuplant la planète, ben vous avez 376 millions de tonnes d'hommes et de femmes, hein, 376 millions d'humains, vous avez 852 millions de tonnes de bovins, de bétail, mammifères domestiques, et puis un tout petit 33 millions seulement de tonnes de grands vertébrés, de grands mammifères sauvages du type rhinocéros, éléphants et autres tigres. Autrement, moins de 3% de la biomasse des mammifères sont des mammifères sauvages. Alors, bon, ce sont des chiffres qui frappent, d'autant plus il faut savoir que 1 million de tonnes d'humains être ruminants en plus et 1 million de tonnes de mammifères sauvages en moins pour des questions métaboliques. Et bon, l'économie de l'énergie veut que ce soit comme ça. Donc voilà, si vous voulez, un chiffre qui frappe, qui n'est pas discutable et qui donne un peu le ton de la situation. Alors, voilà, on est aujourd'hui sur une planète qui a en gros 15 degrés. En moyenne, la température moyenne de la planète, c'est 15 degrés. On est dans une logique d'augmentation de la température qui fera qu'elle sera probablement de l'ordre de 18 degrés en 2100, et puis on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller. Alors ces températures s'inscrivent d'ailleurs dans une cyclicité qui est bien connue, puisque autour des 450 derniers milliers d'années, on a en gros une altération des températures, une modification des températures qui est cyclique avec une périodicité de l'ordre de 100 000 ans. On est actuellement dans une période interglaciaire, mais on vient d'avoir une période glaciaire qui s'est terminée très récemment, il y a 12 000 ans, et puis on va retomber dans probablement quelque chose comme 90 000 ans dans un autre cycle glaciaire. Mais le problème qui se pose, c'est quelle est l'importance d'un différentiel de température de quelques degrés sur la diversité de la vie en général. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'un différentiel de 3 degrés seulement, un différentiel de 3 degrés vous entraîne des modifications considérables de la diversité biologique et de la structure des communautés à la surface de la planète. Quand on avait au maximum du dernier glaciaire, la glaciation de Würm, il y a 20 000 ans, la température moyenne de la planète était simplement de 6 degrés de moins que maintenant. Alors, imaginez une augmentation de 3 ou 4 degrés d'ici 1 ou 2 siècles, vous voyez un petit peu les conséquences que ça aura. Donc c'est quelque chose qui est très, très important sur le plan des conséquences que ça peut avoir. Alors, quelles sont les conséquences? Ce qu'on peut dire, c'est que le rythme des changements est si rapide. C'est la rapidité, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais c'est un des points majeurs de la situation actuelle. C'est rapide, c'est abrupt, que nous sommes confrontés à une série inédite d'expériences naturelles, voilà, qui illustrent les défis que doivent relever les populations d'organismes confrontés à des environnements totalement nouveaux, qui risquent soit de les mener à l'extinction, soit de leur offrir de nouvelles opportunités, selon les réponses qu'elles apporteront ou pas à ces changements. Voilà la logique dans laquelle on est. Alors, je vais vous parler de 6 points, un peu rapidement, je pourrais les développer chacun, mais je n'ai pas trop le temps. D'abord, la température en tant que facteur clé en évolution, en physiologie et en écologie des organismes. La température clé est quelque chose qui est fondamental sur le plan du métabolisme, avec toutes les conséquences sur les enveloppes de distribution, sur les interactions entre organismes, etc. Ensuite, je vous parlerai un peu de la traque à l'habitat, la manière qui est une réponse au réchauffement climatique. Je vous parlerai changement global, pas simplement les dérèglements climatiques, mais l'ensemble de ce qu'on fait subir sur la planète, sur les effectifs des populations. Je parlerai un peu plus longuement des migrations d'oiseaux, qui est un des thèmes très importants de recherche et d'interrogation.
une alternative à la traque à l'habitat, c'est-à-dire l'adaptation locale, une réponse de type évolutif à des modifications de l'environnement. Et puis, je vais évoquer, sans le développer, parce que ce serait un très grand sujet, les changements globaux et le fonctionnement de l'écosystème. Quelles sont les fonctions de l'écosystème et comment ils sont modifiés par les petits oiseaux là, dehors. Température. Il en reste encore quelques mots d'autres. La température. La température, il y a une théorie métabolique de l'écologie. La température contrôle les processus écologiques à l'échelle de tout le monde. C'est une très belle étude qui a été faite par Jim Brown dans les début des années 2000, qui a proposé, je ne développe pas, mais la température a un effet direct d'abord sur les individus, sur le métabolisme, avec la croissance, la reproduction et par conséquent la fitness de l'individu. Quand un individu va bien, les autres individus vont bien, donc ça se répercute à l'échelle de la population et ça se répercute en particulier sur la densité de la population, sa démographie. Ça ne marche pas trop ce truc. Hein. Le point rouge là. La pile est trop fusée. La démographie, la densité et la diversité. Alors, bon, ça se répercute de niveau de résolution biologique à un autre, la population, et puis ensuite ça se répercute à l'échelle des peuplements, la composition du peuplement, c'est-à-dire le nombre d'espèces, le nombre de populations, qui a la structure, la production d'événements, diversité spécifique, bref, l'ensemble du peuplement bouge, et voilà. La température est vraiment une espèce d'ultima ratio de l'écologie et de l'évolution des espèces. Voilà. Avec des effets en cascade. Une modification de la température en particulier joue sur la phénologie, par exemple sur la migration, sur le départ, sur la germination, sur la feuillaison, sur le développement des plantes. Ça se modifie, ça a des effets directement sur les aires de distribution, notamment à travers des modifications sur la taille corporelle. La taille corporelle qui est très généralement qui est un trait du phénotype qui joue beaucoup sur la dispersion. Donc, on a un ensemble de phénomènes qui se jouent sur les traits d'histoire de vie et qui font que les dérèglements climatiques entraînent des changements des aires de répartition parce que la dispersion est largement conditionnée par la taille corporelle. On peut prendre un exemple qui est très intéressant, qui nous touche directement. C'est quelle a été la réponse du genre Homo au cours de l'histoire, en partant du temps profond, en partant de 1 million, 1,5 million d'années, sur l'évolution de l'humain. Bon, si on part à Homo heidelbergensis, qui est l'ancêtre, bon, qui descend de l'Homo erectus et qui est l'ancêtre des lignées qui suivent, en particulier de la lignée néandertale, on s'aperçoit que heidelbergensis vivait dans des climats pratiquement tropicaux. C'était une espèce gracile, petite et gracile, présentée ici. Et puis c'est elle qui a donné naissance à Néandertal, qui a été le premier humain confronté à des climats vraiment froids. Vraiment très froids, puisqu'il a traversé, au cours des 400 000 ans de son histoire, notamment en Europe et en Asie, Néandertal-Asie a traversé au moins 4 ou 5 grandes glaciations. Et il y a survécu. Et quand on regarde, quand on compare la morphologie de Néandertal avec celle de l'Homo sapiens qui lui a succédé, bon, il y a eu une période de cohabitation de 30 et 40 000 ans, les deux espèces ont coexisté, puis l'homme Néandertal a disparu. Mais la morphologie de Néandertal, sa physiologie, son métabolisme étaient très différents, et c'était des caractéristiques, c'était des traits caractéristiques d'organismes qui vivaient dans du froid. C'était un homme qui était trapu, qui était petit, qui était très musculeux, qui avait un métabolisme très rapide, qui devait manger de la viande. On estime qu'il mangeait en moyenne 2 kg de viande par jour. Donc c'est un grand chasseur,
c'est un des grands artisans de la conquête de l'humanité dans les régions froides du Paléarctique, et qui a un peu décimé, qui a contribué à décimer les grands troupeaux de mammifères. Voilà. Et puis alors, l'évolution de l'homme moderne, l'homo sapiens, se traduit par une gracilité, si vous voulez, une évolution vers une taille plus élevée, plus fine, moins corpulente, etc. Donc on a apparemment une réponse très directe de la biologie de l'humain aux modifications de température. Alors en passant de 9 degrés à 15 degrés, c'est 6 degrés entre Néandertalensis et Sapiens, vous voyez que ça correspond au différentiel de température entre un glaciaire et un interglaciaire. Alors on peut se poser la question de savoir que va-t-il se passer quand la température va encore augmenter de 2 ou 3 degrés d'ici la fin du siècle. La rapidité est absolument vertigineuse. Ça pose des problèmes, qui intéressent la communauté scientifique d'une manière générale. Alors un exemple très concret de ce que je viens vous dire à propos de l'humain, mais qui est appliqué sur des données réelles obtenues sur une marmotte. C'est la marmotte à ventre jaune d'Amérique du Nord, qui est une espèce vicariante de la marmotte de chez nous, donc c'est à peu près le même genre d'animal. Augmentation des températures, sortie avancée de l'hibernation, c'est l'animal qui hiberne, avec un sevrage plus précoce des jeunes, indiqué ici par la droite de régression, voilà, entre les jours et les années. Une saison de croissance allongée, puisqu'on sort plus tôt de l'hibernation, et on y retourne plus tard. Donc, croissance allongée, taille corporelle plus grande avant l'entrée en hibernation, mortalité adulte réduite, accroissement de la population qui augmente, et effet en cascade sur les communautés des écosystèmes, qui sont un peu développées dans ce travail d'Oswald et al. Qui a été publié dans Nature, là, et qui est une très bonne illustration d'un effet direct des modifications de température sur un vertébré, sur un mammifère. Alors, d'une manière très générale, comment répondre au dérèglement climatique et en particulier au réchauffement, qu'on observe, il y a 3 façons de faire. Où on disparaît carrément, et on a des exemples, malheureusement, de disparition, où on se sauve, c'est ce qu'on appelle la traque à l'habitat. La traque à l'habitat, ici, où on s'adapte localement. Et on peut même s'adapter et se sauver. Bon, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux mécanismes. Alors, la traque à l'habitat. La traque à l'habitat en réponse au réchauffement est une réponse logique et attendue. Ça paraît normal. Et c'est effectivement démontré dans de nombreux cas. Voilà une traque à l'habitat qui peut être observée. On observe, par exemple, que les oiseaux, d'une manière générale, les espèces ne répondent pas toutes de la même manière, mais d'une manière générale, les oiseaux sont remontés au nord de 37 km, voilà, au cours des dernières 4 ou 5 décennies. Les papillons vont plus vite, ils sont montés de 114 km, et voilà, entre 1990 et 2010, vous voyez, sur une vingtaine d'années, on a observé réellement une traque à l'habitat qui n'est pas discutable. On l'a observé aussi à l'échelle des assemblages d'espèces. Pas simplement à l'échelle des individus, mais des assemblages d'espèces. Alors ça, c'est un très beau travail qui a été fait par De Victor et compagnie, voilà, à partir des données STOP. Vous savez ce que c'est que les données STOP? C'est un travail de sciences participatives, sciences citoyennes, qui est fait par l'ensemble des ornithologues amateurs ou professionnels, mais surtout des amateurs en France, qui consiste à observer, qui consiste à faire des dénombrements sur des points en points précis. Si vous calculez la température moyenne de l'enveloppe de distribution de l'espèce, chaque espèce a une enveloppe de distribution qui peut être, pour le pinson, ce sera pratiquement tout le paléarctique, puis pour des espèces endémiques, ça sera un tout petit bout d'aire de répartition, mais vous pouvez très bien calculer la température moyenne de cette aire.
Hein, et alors vous obtenez une température qu'on va appeler le indice spécifique de température moyenne de la distribution de l'espèce. Et puis si pour un assemblage d'espèces, par exemple les 30 espèces d'un habitat de forêt là autour de chez nous, vous avez 30 espèces, vous avez les 30 indices de température, vous faire la moyenne de ça. Ça va être l'indice de température à l'échelle de la communauté. On va appeler ça CTI ici. Voilà. Moyenne DCI à l'échelle d'un peuplement. Et puis vous pouvez mettre ça en relation avec la température moyenne du site sur lequel vous avez observé ce peuplement d'oiseaux. Et vous voyez que vous avez une corrélation parfaite, une très bonne corrélation, hautement significative, entre l'indice thermique de la communauté et la température du site où cette communauté vit. Voilà. Alors vous pouvez évidemment, avec ces métriques-là, faire des quantités d'analyse. Et vous voyez, par exemple, que si vous faites une relation entre cet indice de communauté et la latitude, voilà, plus vous allez vers le nord, plus l'indice de communauté doit être faible, puisque plus on va vers le nord, plus les communautés recrutent des espèces, par des espèces qui aiment le froid, qui sont frigophiles. Vous voyez ça, hein? Voilà. Donc, à partir de ça, vous pouvez calculer la vitesse de réponse des communautés au réchauffement climatique si vous faites, la relation entre l'indice des communautés et puis les années. À partir de... Ça marche mal ce truc. À partir de 1988, c'est là qu'a commencé vraiment le programme Stock, entre 88 et 2006, où on a fait l'étude, vous avez les oiseaux qui remontent progressivement vers le nord. Ils remontent. Alors, la température moyenne des sites augmente, a parcouru 273 km, alors que les oiseaux n'ont parcouru que 91 km. Donc la conclusion de ça, c'est de dire oui, les oiseaux pratiquent une traque à l'habitat en remontant vers le nord, mais ils le font moins vite qu'attendu s'ils étaient absolument, strictement fidèles à leur enveloppe de température. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire là? Bon, ça bouge, mais pas assez vite. Donc, voilà le genre d'exercice qu'on peut faire à partir de données réelles, de données observées par des observateurs. Alors, comme les ornithologues, il y en a plein, il suffit de secouer un prunier, on vous en recevez 4 sur la figure, on peut faire des indices comme ça sur des organismes très populaires comme les oiseaux. Pour les végétaux, c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de botanistes de terrain que d'ornithologues de terrain. Alors on pratique beaucoup la modélisation. Alors ça, c'est une traque à l'habitat modélisée. On en fait plein en ce moment. C'est vraiment à la mode dans tous les laboratoires. Voilà 2 exemples d'arbres, le chêne vert et le hêtre. Vous voyez qu'entre aujourd'hui et 2100, on va avoir une remontée du chêne vert vers le nord et une diminution du hêtre. Ça, c'est très facile de faire ces données-là à partir de quantités de modèles. Bon. Je passe là-dessus. Mais c'est pas si simple que ça. Mais en réalité, c'est un peu piégeux. Parce qu'il peut y avoir bien d'autres causes que le réchauffement climatique pour expliquer la modification d'une aire de distribution d'une espèce. Prenons par exemple l'exemple du sracini. Le sracini, voilà, que tout le monde connaît. C'est un oiseau méditerranéen au départ, méridional, dont l'aire de distribution au XIXe siècle était la zone en noir. Ici, c'était le bassin méditerranéen. Et puis, dès les années 1920, avant que le réchauffement climatique se manifeste, on voit déjà qu'il était remonté vers le nord de façon importante, voilà, puisque Ernst Mayr, en 1926, avait fait un travail qui montrait qu'il se trouvait déjà vers le nord. Et puis, il y avait une canne par hasard, ce serait mieux que tu trucs pour montrer. Une canne à pêche, ce serait bien. Bon, et puis au cours du XXe siècle, le sracini est monté, il est monté très vite jusqu'à atteindre
les rives nord de la Fennoscanie, où on a pu démontrer qu'en réalité, il y avait une part de la modification qui était due au réchauffement climatique, mais une part aussi à la modification des habitats. Et le fait d'avoir ouvert le milieu, d'avoir... Ah, ça c'est très gentil. Alors là, il faut dire 3 trucs. Voilà, alors, bon, ça c'est pour le micro. En plus, il faut que je mette le micro près de ma bouche. Bon, alors, maintenant la tourterelle turque. La tourterelle turque. La tourterelle turque aussi a modifié considérablement son aire de distribution, comme vous le savez, voilà, puisqu'elle est partie de la partie orientale de la Méditerranée pour envahir toute l'Europe et même l'Afrique du Nord. Et là aussi, c'est quelque chose qui est complètement indépendant du réchauffement climatique. Alors voilà encore un exemple qui est intéressant et qui montre comment les modifications d'air peuvent être dépendantes de la structure des paysages. Ça, c'est les déplacements d'air de communautés végétales associées aux forêts, des forêts françaises, en réponse au réchauffement du climat, en latitude et en latitude. En rose, c'est les températures réelles, c'est les BBS de tout à l'heure, si vous voulez, c'est la température des sites. Et puis, en vert, c'est des indices de communauté, c'est exactement l'équivalent des CTI pour les oiseaux, mais pour les végétaux. Et vous voyez que, en plaine, à moins de 500 mètres d'altitude, on a une déconnexion entre l'augmentation des températures et la réponse des communautés végétales, alors qu'en altitude, le long des flancs d'une montagne, on a un parallélisme parfait entre les deux. La meilleure explication à ce phénomène, c'est une très belle étude qui a été publiée dans Nature, la meilleure explication à ce phénomène, c'est que la distance à parcourir en milieu de plaine, ici, est considérable, par rapport à ce qu'elle est en montagne. Donc, il est probable que les ruptures de continuité géographique, les barrières à la dispersion, ralentissent considérablement le déplacement des communautés. Et c'est en fait a posteriori une justification qui n'est pas nulle, pas inintéressante, de la trame verte et bleue. Vous savez que la trame verte et bleue est faite pour faire des continuités écologiques. Voilà, on pourrait avoir une démonstration de l'utilité de ce genre de choses. Voilà. Et alors maintenant, on fait des modèles qui sont plus précis, en particulier des analyses de sensibilité qui permettent de décortiquer les mécanismes, la causalité des mécanismes de déplacement d'air. Ça a été fait sur le pin sylvestre, modélisation de la distribution du pin sylvestre. Aujourd'hui, en haut, voilà, en haut, voilà le pin sylvestre, voilà, à partir des différents modèles. Prenons le modèle de phénophyte, qui est un modèle de niche. Voilà ce qu'il est maintenant, et voilà ce qu'il est attendu en 2055, voilà, dans une quarantaine d'années. On suppose que toute la partie rouge sera une partie d'où le pin sylvestre aura disparu. Et si vous regardez dans les deux grandes composantes du climat, que sont la température et les précipitations, quel est de ces deux paramètres-là celui qui est le plus important, bien, on voit que voilà, si on garde la température constante et les précipitations constantes, on a une réponse différente. Et que là, le fait que si on garde la température constante, on a la même distribution dans 50 ans que maintenant, ça veut dire que le facteur qui va être responsable de la modification de l'air sera les précipitations et non pas la température. Vous voyez qu'on peut aller plus loin dans l'analyse des mécanismes, et ça peut être très utile, notamment pour les milieux forestiers. Voilà. Alors maintenant, troisième point, changement global et effectif des populations. Alors là, c'est un peu plus que le réchauffement climatique, parce que c'est compliqué de décortiquer, de faire
distinction entre les principaux effets, mais chez les oiseaux, vous le savez, on a un déclin généralisé qu'on peut appeler défaunation, dans la mesure où ce n'est pas de l'extinction au niveau de l'espèce, mais c'est au niveau de l'extinction de la fragilisation progressive des populations et des extinctions de populations locales. Mais aussi quelques remontées dont je ne parle pas parce que je n'ai pas le temps. Alors voilà, ça c'est un schéma que vous avez dû voir et revoir. À partir du départ du programme Stock, on a un déclin régulier des espèces, et notamment des espèces de certains milieux, dont celle des milieux agricoles. Ça, tout le monde le sait. Je reviens pas là-dessus. Voilà. Alors, il y a des groupes qui sont particulièrement, excusez-moi, il y a des groupes qui sont particulièrement malmenés, c'est en particulier les migrateurs transsahariens. C'est pour ça que je reviendrai un peu sur le problème de la migration. Les migrateurs transsahariens se cassent tous la gueule, pratiquement tous la gueule. Vous voyez, ça c'est des études qui ont été faites le long du lac de Constance, à Metnao, pour ceux qui connaissent le site, qui est un site de bagage continu depuis une quarantaine d'années. Et vous voyez que depuis les années 70 à maintenant, on a une diminution régulière, tout à fait régulière, de toutes les espèces. Voilà. Déclin généralisé des oiseaux en Europe, on le sait, bon, on parle de 420 millions d'oiseaux sur, en gros, les 4 milliards d'oiseaux qui peupleraient l'Europe, hein, avec des réponses qui sont un peu différentes d'un groupe d'espèces à l'autre. Les espèces très spécialisées dans des milieux particuliers se cassent plus la figure que les autres. Voilà. Et puis aussi, on a des espèces qui sont en limite d'air, qui sont dans des habitats en limite d'air. Par exemple, les habitats arctiques ou les habitats antarctiques sont des habitats qui risquent d'être frappés en priorité par le réchauffement climatique. Ça, c'est une toundra qui est en train de se faire coloniser par la taïga. Bon, il y a des tas d'espèces, en particulier de limicoles, d'oies, etc., qui ne nichent pas dès qu'il y a un couvert boisé un peu conséquent, ce qui fait qu'on s'attend à une diminution de millions d'oiseaux qui nichent dans les toundras d'Asie et d'Eurasie et du monde néarctique, qui risquent de disparaître tout simplement parce que leurs habitats diminuent. Alors c'est le cas d'oies, on s'attend à la disparition de grandes nombres de populations d'oies, les limicoles comme des bécassos ou des chevaliers, les manchots, etc. Bon, ça c'est des prédictions qu'on fait et qui commencent à se manifester d'ailleurs, en particulier chez les manchots. Les manchots diminuent considérablement dans l'Antarctique. Alors maintenant, réchauffement du climat et migration d'oiseaux. Vous avez vu que c'est de nouveaux défis qui sont posés aux organismes et en particulier aux oiseaux migrateurs. Les oiseaux migrateurs, vous connaissez un peu la migration des oiseaux, c'est quelque chose qui est très variable d'une espèce à l'autre. Ça varie entre une migration absolument de 100% des individus qui vont en Afrique subsaharienne, comme le gomu-mouscri ici. Et puis ça, c'est un grand migrateur aussi. Ça, c'est moins... le petit duc est migrateur moins... Bon, il fait quand même des grandes migrations. Et puis, vous avez des migrateurs partiels, des sédentaires, et puis tout ce qu'on veut. Et puis tous les oiseaux qui nichent dans le Grand Nord et qui viennent passer l'hiver dans le bassin méditerranéen. Donc, une grande variabilité des comportements migratoires, mais d'une manière générale, ces migrations sont affectées par les dérèglements climatiques. Voilà, par exemple, le calendrier de la migration de la rousserolle verderolle, ici, entre les territoires de production et puis ces territoires d'hivernage en Afrique du Sud. Alors, il y a des travaux très intéressants de type métabolique qui ont été faits pour analyser les mécanismes migratoires d'un point de vue énergétique. Et en particulier, en Bavière, à Munich, un tunnel à vent qui est
qui est une structure très longue, ça c'est plusieurs dizaines de mètres, dans laquelle il y a un courant d'air qui est provoqué par un moteur ici, vous voyez, un courant d'air très, très rapide, comme ça. Et puis vous avez une chambre dans laquelle vous mettez l'oiseau, et puis vous faites voler l'oiseau à la vitesse que vous voulez. Vous pouvez voler à 30, 40, 50, 60 km à l'heure, selon l'espèce, et il suffit de régler la vitesse du moteur pour avoir un courant d'air qui correspond à la vitesse de vol de l'oiseau dans la nature. Voilà. Alors, cette machine nous permet de calculer le métabolisme d'oiseaux en migration. Quel est le carburant qui permet à l'oiseau de se déplacer sur de longues distances? Ben, ce sont des graisses qui sont métabolisées comme ça à partir des carbohydrates contenus dans des fruits comme les mûres, ici, le lierre, les filaires, voilà, et qui s'accumulent dans la fosse claviculaire, dans la cavité abdominale, etc., de l'oiseau. Et vous avez des variations d'intensité d'engraissement pré-migratoire, comme on dit, qui vont de 0 ça c'est les fauvettes des jardins prises en Ouganda. En plein hiver en Ouganda, elles n'ont pas de graisse du tout. Et quand elles se préparent à la migration, elles s'engraissent. Ça c'est 50% du poids de l'oiseau qui est transformé en graisse, et ça 100%, c'est-à-dire qu'elle pèse 17 et 17, elle pèse 34 grammes, parce qu'elle pèse 2 fois son poids de départ. Alors vous imaginez un truc comme ça, un oiseau comme ça, quand il se met à décoller, bon ben, s'il engageait une migration, il retomberait tout de suite. Hein. Et un oiseau qui est complètement engraissé avec 100% de son poids, c'est comme un Boeing qui quitte l'aéroport absolument plein de kérosène, c'est obligatoire. Hein. Les règles de l'aviation obligent les avions à partir à plein. Il est lourd comme tout, mais au moins il peut parcourir de grandes distances. Et alors à partir du tunnel à vendre que je vous ai montré tout à l'heure, on peut calculer la distance qu'un oiseau peut parcourir compte tenu de son engraissement. Et on sait que pour faire 1000 km, il faut 3,5 grammes de graisse. Autrement dit, un oiseau comme celui-là, qui a 50% de son poids en graisse, peut faire 2400 km, et un oiseau comme celui-là, il peut faire 4800 km. Ce qui veut dire que, globalement, les oiseaux ont évolué de manière telle qu'ils peuvent traverser la Méditerranée et le Sahara sans faire escale pour se ressourcer. Mais il n'empêche quand même que l'écartement du Sahara dû au réchauffement climatique pose probablement des problèmes métaboliques aux oiseaux. Mais ces problèmes risquent d'être résolus, parce que quand on regarde quelle est l'évolution des systèmes de migration en fonction de la cyclicité des cycles glaciaires interglaciaires, ben, on s'aperçoit qu'au cours du Pléistocène, par exemple, la plupart des oiseaux modernes sont bien antérieurs au Pléistocène, ça date du Pliocène, il y a au moins 4 ou 5 millions d'années. Donc, toutes les espèces migratrices qu'on a maintenant ont traversé les 2 millions d'années du Pléistocène, et au cours de l'histoire du Pléistocène, ont été obligés de modifier leur schéma de migration une bonne dizaine de fois. Voilà l'exemple de Pygrièche ici, dont l'aire de répartition de reproduction est représentée en jaune ici, et qui vont hiverner également en Afrique tropicale. Alors quelle a été au cours du temps qui passe, au cours de l'alternance des glaciaires et des interglaciaires, la réponse en termes de migration? Ben, on a pu la démontrer à partir d'études très, très belles qui ont été faites dans un laboratoire de la Max Planck Institution en Allemagne, où vous pouvez, si vous prenez un oiseau qui est partiellement migrateur, vous pouvez, par des mécanismes de génétique quantitative et par une sélection directionnelle, une sélection dirigée, vous pouvez transformer un oiseau complètement migrateur en un oiseau sédentaire en 5 ou 6 générations, voilà, et vous pouvez transformer un oiseau moyennement migrateur en oiseau complètement migrateur en 3 générations. Donc, on a une évolution de
de l'aptitude à la migration, qui dépend des pressions de sélection qui sont exercées par le milieu. Quand le milieu est très contraignant, la migration se développe. Donc, on peut dire que les oiseaux ont développé un comportement migratoire dès leur origine en milieu tropical chaud, avant l'apparition de la saisonnalité. Ça, c'est les données qui ont été obtenues par les Allemands. L'aptitude à se déplacer, dispersion-migration, est un trait hérité d'ancêtres préaviens. On a des indications comme quoi les dinosaures théropodes, qui sont l'ancêtre des oiseaux qui vivaient au Jurassique, avaient déjà des modifications d'air qui étaient dues à l'alternance de la disponibilité en nourriture en milieu n'importe où, puisqu'à l'époque, toute la planète était tropicale partout. Bon. Selon les régimes de sélection, et en particulier selon la distance qui sépare l'aire de reproduction de l'aire d'hivernage, un oiseau peut devenir sédentaire ou migrateur en quelques générations seulement, en présence d'une forte sélection, d'une forte pression de sélection directionnelle. Donc la phénologie et l'amplitude des migrations évolueront de toute façon en réponse au réchauffement climat. Le problème, et c'est ça, si vous vous rappelez les premières diapos, c'est que le réchauffement climatique est très rapide. Et tout le problème est de savoir si la rapidité d'évolution sera assez forte pour compenser la rapidité du changement. Quand les pressions de sélection s'accélèrent, ça pose des problèmes plus sérieux. Voilà, une alternative à la traque à l'habitat, c'est l'adaptation locale. Ça, c'est un truc qui est extrêmement intéressant et qui mobilise nos travaux dans les laboratoires, en particulier dans le mien. On observe, et ça il y a longtemps qu'on observe, que pour la plupart des espèces, on a une ponte qui est de plus en plus... Ça, c'est la date de ponte. C'est un trait phénotypique qui est majeur, qui est en réponse à la modification du climat, qui est très important. Voilà. Alors, en fonction de la température, les mésanges qui sont utilisés ici dans cette étude pondent plus ou moins tôt. Plus il fait chaud, plus elles nichent tôt. Voilà. Donc, on a une régression négative ici. Plus il fait chaud, plus elles nichent tôt. Et ça, c'est vrai partout. Ça, c'est 4 populations de mésanges qui se trouvent sur le continent ou en Corse. N'est-ce pas, Marie-Charlotte? Pirio, voilà. Bon, donc, régression. Alors maintenant, la question est de savoir, ça niche plutôt, est-ce que c'est génétiquement acquis ou est-ce que c'est une réponse phénotypique? Chaque individu, pour chaque trait de caractère, a une fenêtre de plasticité qui est plus ou moins large et qui lui permet de s'ajuster aux conditions immédiates. Pas d'une année à l'autre, comme ce serait le cas dans le cas d'une réponse génétique, mais de manière immédiate. Voilà. La réponse au nouveau régime de sélection, donc la question, elle était d'une plasticité phénotypique, d'une réponse microévolutive ou d'une combinaison des deux. Alors, on a travaillé la question, et voilà ce qui se passe, voilà le modèle, si vous voulez, c'est quel est le niveau de synchronisme entre deux facteurs importants que sont les besoins en nourriture des mésanges. Voilà, ça c'est la courbe noire représente les besoins en nourriture des mésanges entre le moment où elles éclosent et le moment où elles quittent le nichoir. Travaillent dans le nichoir. Voilà, la courbe de nourriture. Et ça, c'est la disponibilité en nourriture. Les mésanges, les jeunes mésanges, ça mange des chenilles. Des chenilles qui sont apportées par leurs parents et qui sont données aux jeunes. Voilà. En fonction du temps qui passe, on a donc l'évolution à bien calibrer, à bien caler, voilà, avant le changement climatique, l'offre en nourriture en fonction des besoins. Et puis, pendant le changement climatique, on a démontré par des tas d'études, aussi bien sur des goldmouches que sur des mésanges, que comme le développement d'une chenille est plus rapide et plus facile que le développement d'un vertébré qui est une mésange, eh bien, les chenilles répondent plus vite que les oiseaux au réchauffement climatique. Donc, il y a un désynchronisme, voilà, entre l'offre alimentaire et la demande. Bon, qu'est-ce que ça pose comme problème? Eh bien, ça pose des tas de problèmes. Ça pose des tas de problèmes
que l'évolution sera chargée de résoudre, mais qui sortent de la fenêtre de plasticité phénotypique. J'avance un peu. Il me reste combien de temps? Oh ben, 5 minutes. Terrible. Bon, et en fait, le fait qu'on ait une corrélation parfaite, le 0,6, si vous voulez, montre que la réponse est très rapide. Cette rapide est incompatible avec une réponse uniquement génétique. Donc, il y a la plasticité phénotypique de l'organisme lui permet de s'ajuster immédiatement à une modification de la température. Ça ne veut pas dire que ça évolue pas. Ça ne veut pas dire que ça évolue pas, et en voilà la démonstration. Comme j'ai plus que 5 minutes, je vais aller extrêmement vite. Mais quand on calcule à partir de génétique quantitative, quand on a sur des populations d'oiseaux qui ont été capturés et recapturés, c'est pas toujours facile. C'est pour ça que les chercheurs s'adjoignent des services de quantité d'étudiants, hein, qui sont un peu des esclaves. Mais quand on a plein de données sur ce que font les femelles de mésanges, leurs filles et leurs petites filles, on peut calculer des différentiels de sélection. Et le différentiel de sélection obtenu par des méthodes de génétique quantitative permet de dire que, oui, pendant les années chaudes, il y a une sélection réelle pour une reproduction précoce qui est indiquée ici. Voilà les sélections. Voilà les dates de ponte qui sont par rapport à la date d'origine. Quand il fait chaud, ça pond plus tôt, et c'est génétiquement déterminé. Et quand les années sont normales, l'année froide, sélection pour une reproduction intermédiaire. Et ça se mesure, et le fait que ça marche, c'est que si on regarde les résultats en termes de fitness, c'est-à-dire en probabilité que les jeunes soient recrutés, on voit effectivement ici, en haut à droite, que quand les années sont froides, voilà, le nombre de recrues se fait pour une date de ponte qui est moyenne ici, alors que dans les années chaudes, le nombre de recrues est plus important quand les mésanges nichent plus tôt que la date moyenne. Vous voyez, à peu près. Hein. Donc, et pour montrer quelle est l'importance de ça, l'importance d'un bon synchronisme entre l'offre alimentaire et la demande, on a fait des trucs de physiologie écologique très pointus qui consistent à utiliser de l'eau doublement marquée et de transformer cette eau doublement marquée en métrique en unité métabolique. Voilà. Alors voilà ici deux populations de mésanges qui sont une qui est parfaitement adaptée, dont le synchronisme est parfait entre l'offre alimentaire représentée par toutes ces courbes bleues, il y a une courbe par année, et puis la flèche noire c'est la date de ponte, voilà, c'est représenté ici, quand la date de ponte est parfaitement au niveau optimal, ça marche. Et puis ça c'est une population de mésanges qui, pour des raisons que j'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est dû à des trucs de brassage génétique, niche trop tôt, donc elle se plante. Alors, quels sont les résultats en termes de métabolisme? Si vous voyez quel est le coût d'élevage d'une nichée de mésanges quand on est désynchronisé, exprimé en kilojoules par gramme de mésange produit, c'est comme ça qu'on parle, en kilojoules dépensés par gramme de mésange produit, ben vous voyez que quand on est désynchronisé comme là, ben c'est terrible, hein, il faut un nombre de kilojoules épouvantable. Le résultat, c'est que les femelles, les parents sont épuisés et crèvent très vite, que les mésanges sont gringalets et ne donnent rien du tout, alors que quand le synchronisme est bon, eh ben tout baigne, c'est parfait. On a fait même mieux, on a fait ça non seulement sur des poussins, mais sur des adultes, ce qui pose des problèmes terribles, parce que prendre une mésange, ça va, mais la reprendre, lui foutre de l'eau doublement marquée, de l'eau radioactive dans le corps, c'est pas compliqué, mais la reprendre le lendemain, il faut la reprendre le lendemain. Je ne vous dis pas le truc, hein, parce que le mélange, c'est malin. Donc c'est très difficile à faire, mais on a quand même réussi à avoir un échantillon, et vous voyez, ça c'est un résultat absolument superbe, c'est que quand c'est bien synchronisé, comme ici, à droite, ben vous voyez, quand c'est bien synchronisé, vous avez un taux métabolique, l'effort métabolique, qui est le rapport
de film metabolic rate sur le basal metabolic rate qui est de l'ordre de 3, qui est l'ordre de 3, le rapport est de 3, mais quand c'est désynchronisé comme là-haut, c'est beaucoup plus élevé et ça monte jusqu'à 7. Et je rappelle qu'en physiologie humaine, hein, le taux métabolique de travail est de 4 fois le métabolisme de base. Autrement dit, un travailleur de force, un terrassier, un bûcheron qui travaille avec des haches ne peut pas dépenser durablement plus que 4 fois son métabolisme de base. Et vous voyez que c'est ce que les mésanges font quand elles travaillent pour nourrir leurs jeunes en conditions optimales. Donc un oiseau qui nourrit ses jeunes, il travaille bien, et il travaille au maximum de ses possibilités. Alors voilà, le changement climatique, il a des conséquences très particulières. Normalement, et ça c'est une mésange charbonnière, normalement les mésanges charbonnières font 2 pontes par an, hein, les 2 tiers font 2 pontes par an. En cas de réchauffement climatique, voilà ce qui se passe. Les mésanges éclosent plutôt en saison et donc ça décale vers la gauche, en début de saison, l'offre alimentaire, et puis la durée de l'offre alimentaire est plus courte parce que les chenilles se développent plus vite. Donc, en cas de réchauffement climatique, et ça on l'a observé dans nos populations, les populations d'Europe du Nord, les mésanges qui autrefois faisaient 2 ponts n'en font plus qu'une. C'est une réponse immédiate au fait qu'il n'y a pas assez de nourriture pour que la probabilité d'élever avec succès une deuxième ponte soit grande. Donc, on n'en fait qu'une. Alors, on a pu démontrer, on a fait des études pour montrer la variation des réponses d'un niveau trophique à l'autre, pour expliquer un peu ce décalage, cette désynchronisation. Si vous mettez dans une immense serre une chaîne trophique complète, avec les mésanges en haut, là, une chenille au milieu et des feuilles et des chaînes en bas, ben, vous avez le développement normal en conditions normales, et puis ce qui se passe quand vous balancez 3 degrés de plus. 3 degrés de plus, la réponse des chaînes est immédiate, la réponse des chenilles est également immédiate, mais la réponse des mésanges est différée parce que c'est plus compliqué, je le disais, de faire un organisme vertébré qu'un organisme invertébré. Donc la réponse est décalée vers la droite. Mais comme on a démontré qu'il y a une réponse sélective, qu'il y a des différentiels de sélection positifs, on peut être sûr que ce triangle rouge-là va se décaler vers la gauche progressivement de génération en génération. C'est assez réconfortant de voir que la réponse évolutive devrait normalement pallier au... Voilà. Oh là là, j'ai pas le temps de parler de ça. Ça, c'est conséquence évolutive d'une plasticité phénotypique d'origine épigénétique. L'épigénétique, c'est quelque chose qui est vachement bien, c'est quelque chose qui est d'hérédité non directement génétique. Elle est épigénétique, elle est au-delà des gènes. Bon, et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que la variation de type épigénétique est évitable, ce qui fait qu'on peut avoir une réponse évolutive, si vous voulez, d'origine épigénétique, en très peu de générations. Les forestiers sont toujours dit, je n'ai pas le temps de vous dire plus, les forestiers sont toujours interrogés et sont toujours dit comment va-t-on faire pour gérer nos forêts, qui sont des arbres qui, dont le temps de génération est de 100, 200, 300 ans, alors que le réchauffement climatique va à toute allure. Comment faire? Eh bien, voilà une jolie expérience qui a été faite. C'est l'analyse de la réponse de la fermeture à l'automne des bourgeons d'épicéa qui ont été importés en Norvège à partir de peuplements d'épicéa d'Europe moyenne, d'Allemagne et d'Autriche. Et bien, quand on a... Bon, l'expérience montre que quand la fermeture des bourgeons d'épicéa se fait beaucoup plus tôt en Norvège
qu'en Allemagne ou qu'en Autriche. Mais quand on importe des souches d'Autriche ou d'Allemagne, ça c'est d'Allemagne en Norvège, eh ben, on a au bout d'une génération une réponse intermédiaire qui montre qu'il y a eu un mécanisme épigénétique qui a fait que la réponse a été pas seulement phénotypique, mais qu'il y a eu une réponse de type évolutif au réchauffement climatique. Bon. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait développer, mais que je n'ai pas le temps de faire. Finalement, changements globaux et fonctionnement de l'écosystème, vous savez que on parle beaucoup de fonctions écologiques, de services écosystémiques. Là, le service écosystémique, c'est la nouvelle métrique de la biodiversité, notamment par les politiques publiques de gestion de la biodiversité. La phrase d'Einstein est apocryphe, mais c'est pas grave. Voilà, simplement pour dire que la biodiversité, elle est sur la planète, elle est le siège de fonctions comme la pollinisation, et c'est grâce à ces fonctions écologiques qu'on a des services écosystémiques, les services étant ce que les humains puisent dans la nature pour s'alimenter, et quand ils y vont trop fort, ça fait du changement global, et le changement global, d'une manière ou d'une autre, altère les fonctions, et voilà, c'est un cercle vicieux. Donc c'est là-dedans qu'il faut dans cette logique-là qu'il faut se situer, et pour dire que les fonctions écologiques sont toujours, dans tous les cas, la résultante d'interactions entre éléments de la biodiversité au sein des communautés. Voilà. Ce qui fait que quand, au sein d'une communauté, les différentes composantes de la communauté, les différentes espèces réagissent différemment, ça fout le bazar dans la communauté. Les fonctions sont modifiées par une réorganisation des communautés en réponse au changement global, et ça modifie les fonctions. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est comment identifier et mesurer les interactions. Et pourquoi les interactions sont changées? Ben, tout simplement parce que les espèces d'une communauté, pourquoi les espèces d'une communauté ne réagissent-elles pas en même temps au rythme du changement? On l'avait vu pour les assemblages d'espèces, mais c'est tout simplement parce que pour tous ces traits d'histoire de vie énumérés ici, dispersion prénatale, mobilité, vie sociale, endurance, généralisme écologique, stratégie de production, etc., ben, vous avez les espèces répondent différemment, oui, selon les espèces. Voilà, par exemple, alors, un seul exemple, lui, il mange que les serpents, et lui, il bouffe de tout, depuis les hannetons jusqu'au renard. Donc, une variation énorme qu'on pourrait développer. Voilà, ça, les grands défis de l'anthropocène, j'en parle pas. Voilà, etc. Le message à rapporter à la maison, je suis là-dessus. Température conditionne l'ontogénèse et la fitness des organismes. C'est ma première diapo, toute première. Vous avez vu ça, hein? Bon. Deuxièmement, traque à l'habitat en réponse au réchauffement. Réponse classique mais variable. Changement global affecte les effectifs des populations de façon variable selon les espèces, parce que chaque espèce est une constellation de traits phénotypiques avec une variabilité. Le réchauffement du climat impose de nouvelles contraintes aux migrateurs, une alternative à la traque à l'habitat et l'adaptation locale, que je vous ai démontré un peu rapidement, mais démontré quand même. Les changements globaux modifient les interactions entre espèces, dont les fonctions écologiques et les services écosystémiques qui en découlent. La morale de cette histoire, c'est une morale majeure, la morale de cette histoire est qu'il faut convaincre citoyens, politiques et décideurs de la réalité des dérèglements climatiques et de l'urgence des mesures à prendre pour les atténuer. Les climate change ne sont pas des fake news. Voilà. C'est pas inutile de le rappeler et de le rappeler. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, comme on peut bien faire d'auto-publicité, voilà, je viens de pondre un bouquin, voilà, qui s'appelle Des oiseaux et des hommes. J'aurais pu l'intituler Des oiseaux, à quoi ça sert? Parce que je fais partie d'une famille de littéraires et d'industriels, du côté de ma femme, qui m'ont demandé, pendant mes 50 ans de vie professionnelle, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? On me paye à regarder les petits oiseaux. » Et ben voilà un bouquin qui montre que les fonctions écologiques et les services écosystémiques rendus aux humains par les oiseaux, c'est pas de la blague, c'est sérieux. Merci, excusez-moi d'avoir été un peu... Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour merci beaucoup pour cette présentation très, très riche, hein, très détaillée. Malheureusement, on est un peu en retard déjà sur le calendrier, sur l'agenda. Est-ce qu'on prend quand même un peu le temps pour une ou deux questions? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Pour deux questions, et puis les discussions pourront poursuivre. Alors, est-ce que... Oui, ici en bas. Tu nous as parlé des migrateurs transsahariens et qui sont très perturbés. Et quand on voit les effectifs qui, chez nous, baissent de manière... mais ça se combine aussi avec d'autres facteurs, comme la pollution due à l'agriculture chimique. Qui Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est aggravé par ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, je parle de agrandissement élargissement du Sahara, mais il y a aussi le fait que les habitats du Sahel se dégradent à toute allure, par modification des habitats, par labour, etc. Et puis par pollution, évidemment. Et nos habitants. Évidemment, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est sûr. C'est évident. Peut-être le temps pour une toute petite deuxième question. Juste une remarque, Jacques, par rapport au changement de la vie faune. Dans les changements très très récents forestiers qu'on a, on a pas mal d'espèces qui nous arrivent des montagnes en pleine. Donc, je pense au grimpot des bois, chevêchette, grand corbeau. Voilà, donc c'est quand même des observations qui sont récentes et ceux qui sont surprenantes. Je regarde Bernard s'il confirme, mais auxquelles on ne s'attendait pas aussi vite par rapport au. Quand il y a quelques années on a trouvé un grimpot des bois, c'est une surprise. En fait, c'est vraiment une distribution qui est en train de bouger. Absolument. Tout ça, c'est des tendances générales. Il y a plein d'exceptions. La chevêchette, par exemple, qui était une chouette toujours un peu rare, elle augmente énormément comment. Et elle descend vers le sud. Et dans les Alpes du Sud, il y en a de plus en plus. Moi, je le confirme, on en voit maintenant, alors qu'autrefois, les chevêchettes, c'était... Bien sûr, bien sûr. Il y a même qu'en Camargue, par exemple, on a une augmentation considérable de nombreuses populations, en particulier des grandes espèces. On a des arrivées d'espèces. Là, Jean va me le confirmer. Depuis une quinzaine d'années, on a une bonne demi-douzaine, même plus, de grandes espèces qui sont arrivées, qui nichent en Camargue alors qu'elles ne le faisaient pas autrefois. Voilà. Bon, alors, analyser les mécanismes de ça, c'est très compliqué. Bon, voilà. Ne pas généraliser, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je m'excuse, on va...